entreprises chinoises aux États-Unis. Oui, les décisions politiques sont telles qu'on cherche à limiter la coopération avec la Chine. Monsieur Taka, vous allez à l'encontre de vos intérêts. En limitant la coopération avec la Chine, vous vous causez un dommage. C'est très délicat. Il n'y a pas de solution toute faite ici, comme avec le dollar. Et donc, avant d'adopter des sanctions illégitimes du point de vue de la charte de l'ONU, il faut réfléchir. Et c'est un problème auquel doivent réfléchir les dirigeants. La guerre serait mieux si elle était entre deux alliances en compétition. Que pensez-vous Est-ce que vous pensez que s'il y avait une nouvelle administration après Joe Biden, vous seriez capable de rétablir la communication? Je vais vous répondre. Pour clore la question précédente, on a 200 milliards de dollars. Nous sommes mis comme objectif, avec mon collègue, le président Xi Jinping, que cette année, nous devions avoir 200 milliards de dollars d'échanges avec la Chine. Nous avons dépassé ce plafond. Nous sommes déjà à 230 milliards. Selon les statistiques chinoises, on est à 240 milliards de dollars. Si on calcule en dollars, c'est notre volume d'échange avec la Chine. Et il y a une chose importante, c'est que cet échange, il est équilibré, il est complémentaire sur le plan des technologies, des recherches scientifiques. Il est équilibré. En ce qui concerne les BRICS, la Russie assure la présidence cette année et les pays des BRICS se développent à un rythme élevé. Regardez, si je me souviens bien, en 1992, il me semble que la part des pays du G7 était de 47%. En 2022, elle est tombée, je crois, aux environs de 30%. La part des pays des BRICS en 1992, elle était de 16% seulement. Aujourd'hui, elle dépasse celui du G7. Et ce n'est pas lié à des événements en Ukraine. C'est une tendance d'évolution du monde, de développement économique partout, et c'est inévitable. Et ça va se poursuivre. De même que le soleil se lève, on ne peut pas l'empêcher. Il faut s'adapter. Et comment les États-Unis s'adaptent? Par la force. Des sanctions, des pressions, des bombardements, l'usage de la force. Et les gens ne comprennent pas votre élite politique. Le monde évolue de façon objective. Et donc, il faut prendre des décisions appropriées à temps pour suivre le niveau. Excusez-moi, mais si vous voulez avoir un niveau de domination, il y a des actions, des agissements, notamment à l'égard de la Russie et d'autres pays qui finalement vont être contre-productif. Ça devient évident aujourd'hui. Vous m'avez demandé, s'il y a un nouveau dirigeant, qu'est-ce que ça va changer? La question, ce n'est pas le dirigeant, pas la personnalité d'une personne concrète. J'ai de bonnes relations avec Bush, par exemple. Je sais qu'il a été présenté aux États-Unis comme un plouc qui ne comprend rien. Mais je vous assure que ce n'est pas le cas. Je considère qu'à l'égard de la Russie, il a aussi fait beaucoup d'erreurs. Je vous ai parlé de l'année 2008 et de la décision de Bucarest d'ouvrir les portes de l'OTAN à l'Ukraine et ainsi de suite. C'est lui qui a exercé des pressions sur les Européens. Mais dans l'ensemble, sur le plan humain, j'avais de bonnes relations, de très bonnes relations avec lui. Il n'est pas plus stupide que n'importe quel Américain ou Russe, Européen. Je vous assure qu'il comprenait ce qu'il faisait, comme les autres. Et j'avais aussi des relations personnelles avec Trump. La question, ce n'est pas la personnalité,
de l'individu, c'est l'humeur dans laquelle se trouve l'élite. Si la société américaine veut être prête à utiliser la force pour assurer sa domination, ça ne pourra qu'empirer. Et si finalement il y a une prise de conscience que le monde évolue pour des raisons objectives et qu'il faut s'adapter à temps en utilisant les avantages que nous avons aujourd'hui et qui sont préservés aux États-Unis, alors à ce moment-là, quelque chose peut changer. Regardez, l'économie chinoise est devenue la première au monde en matière de parité de pouvoir d'achat. Ils ont dépassé les Américains depuis longtemps. Ensuite, donc, les Indiens, 1,5 milliard d'habitants, le Japon, et ensuite, à la 5e place, la Russie. La Russie, l'an dernier, est devenue la première économie d'Europe, malgré toutes les sanctions et restrictions. C'est normal de votre point de vue? Les sanctions, les restrictions, l'impossibilité d'effectuer des règlements de dollars, le débranchement du système SWIFT, les sanctions contre nos navires qui transportent du pétrole, les sanctions en matière aéronautique, les sanctions dans tous les domaines. Le plus grand nombre de sanctions qui sont adoptées dans le monde le sont contre la Russie. Et nous sommes devenus la première économie du monde pendant ce temps. Les instruments utilisés par les États-Unis sont inefficaces. Il faut réfléchir. Si cette prise de conscience vient chez l'élite, alors à ce moment-là, le chef de l'État agira de façon à satisfaire les électeurs et ceux qui prennent des décisions à différents niveaux. Et alors, quelque chose pourrait changer. Vous décrivez deux systèmes différents. Vous dites que donc les dirigeants ont des personnalités, et puis d'un autre côté, vous dites que c'est l'état d'esprit des élites. Mais quels sont ces centres de pouvoir aux États-Unis? Que pensez-vous? Et qui prend réellement les décisions? Je ne sais pas. L'Amérique est un pays complexe, dans un sens très conservateur, de l'autre côté, qui évolue beaucoup. On a un peu de mal à comprendre tout ça. Qui prend la décision aux élections? Est-ce qu'on peut comprendre quand chaque État a sa propre législation, chaque État régule cette question de sa façon et peut écarter quelqu'un des élections au niveau d'un État? Donc c'est un système à deux étages, c'est un peu compliqué à comprendre. Bien sûr, il y a les deux partis qui dominent, les républicains et les démocrates. Et dans le cadre de ce système des partis, les centres qui prennent des décisions, qui les préparent. Ensuite, regardez, à l'égard de la Russie, après l'effondrement de l'URSS, à mon avis, il y a eu une grosse erreur qui a été commise et qui était absolument injustifiée. C'est la politique de pression, l'extension de l'OTAN, le soutien aux séparatistes dans le Caucase, la mise en place de la défense antimissile. Tout cela, ce sont des éléments de pression. Pression, pression, pression. Ensuite, on a attiré l'Ukraine dans l'OTAN. Tout ça, ce sont des pressions. Des pressions. Pourquoi? Je pense en particulier que il y a eu des puissances industrielles excessives et alors qu'il y avait la lutte contre l'URSS, il y a beaucoup de centres qui avaient été inventés, de spécialistes qui avaient été formés sur l'URSS et qui ne savaient rien faire d'autre. Et alors ils continuaient, il faut frapper la Russie, il faut essayer de la démolir, créer plusieurs États sur son territoire et diviser pour mieux régner, les utiliser pour mieux lutter contre la Chine. C'est une erreur. Et cette erreur, elle est liée en particulier au potentiel excessif qui restait de ceux qui luttaient contre l'URSS. Il faut se débarrasser de ça. Il faut des forces fraîches, des gens nouveaux qui comprennent, qui regardent l'avenir et qui comprennent ce qui se passe. Regardez, le développement de l'Indonésie, 600 millions d'habitants. Ils vont aller où?
Il faut simplement partir du principe que l'Indonésie elle est déjà dans le club des économies leaders dans le monde. Que ça vous plaise ou pas, nous comprenons bien que aux États-Unis, malgré tous les problèmes économiques, la situation est quand même normale. Il y a une croissance économique normale de 2,5%. Mais si on veut assurer l'avenir, il faut changer l'attitude vis-à-vis de ce qui évolue. Comme j'ai déjà dit, le monde de toute façon, il va changer, indépendamment de la façon dont va se résoudre la situation en Ukraine. Le monde évolue. Les États-Unis eux-mêmes, il y a des experts qui disent eux-mêmes que les États-Unis changent de position dans le monde. La question, c'est comment ça va se produire. Est-ce que ça va être douloureux? Est-ce que ça va se passer en douceur, progressivement? Et ça, ce sont des experts qui ne sont pas anti-américains qui l'écrivent. C'est simplement des gens qui observent l'évolution du monde. Et pour évaluer, adapter la politique, il faut des gens qui réfléchissent, qui regardent l'avenir, qui analysent, qui recommandent et qui donnent des décisions au niveau Je dois vous des demander, dirigeants. vous avez dit clairement que l'élargissement de l'OTAN était une violation des promesses qui avaient été faites et une menace contre votre pays. Mais avant, vous avez envoyé des troupes en Ukraine et vous avez... avant, est-ce que vous pensez que c'était un effort pour vous provoquer, pour parvenir à une action militaire? Je le répète encore une fois, nous avons souvent proposé une solution au problème qui est apparu en Ukraine après le coup d'État de 2014, par des moyens pacifiques. Personne ne nous a écoutés. De plus, les dirigeants ukrainiens, qui étaient sous le contrôle total des Américains, a déclaré qu'ils n'allaient pas respecter les accords de Minsk, et que rien ne leur plaît dans ces accords, et qu'ils continueraient leur activité sur ce territoire. Et parallèlement, on a assisté à une conquête de séries de territoires par les structures militaires de l'OTAN, avec la formation de cadres, et donc des bases ont été établies. En Ukraine, une loi a été adoptée pour dire que les Russes ne sont même pas une nation, mais au contraire qu'il y a des lois